Bonsoir et bienvenue à ce dernier épisode de l'Hebdo de la saison, votre référence en actualité estivale sur les ondes de TVBL. Mon nom est Héloïse Lagacé et je suis votre animatrice. Ce soir à l'émission, je me rends à Saint-Eustache pour découvrir l'Innoparc agricole, une initiative visant à soutenir la relève agricole. La ressourcerie Eclipse fait un retour sur son évolution à l'aube de son 5e anniversaire. Je me rends ensuite à l'écomarché de Saint-Jérôme pour discuter économie circulaire et produits durables. À Sainte-Thérèse, le centre Rayon de Femmes célèbre ses 30 ans d'existence. Finalement, Alexis explique la place du sport et de la culture en milieu scolaire juste à temps pour la rentrée. Bonne émission. L'Innoparc agricole, une initiative de soutien à la relève agricole et à l'autonomie alimentaire régionale située à Saint-Eustache, termine son premier été en fonction. Allons découvrir ses installations. L'Innoparc agricole, c'est un site où la relève agricole peut avoir accès à des terres irriguées et des infrastructures pour pouvoir implanter leur entreprise agricole. Et aussi, c'est un lieu de formation. Donc, les programmes de formation du Collège Lionel Groulx en agriculture sont aussi dispensés dans leur ferme-école située dans l'Innoparc agricole. Il faut savoir que Saint-Eustache a un territoire conçu de 70 % de terres agricoles. C'est la ville et la campagne. Alors, depuis de nombreuses années, l'idée germait à savoir comment rendre le secteur agricole une puissance économique, si on peut dire. Il est né de ça un premier comité de développement agricole sur lequel on a accueilli des agriculteurs, des experts du ministère, des experts de la formation aussi, des experts des Laurentides, table de concertation agricole, par exemple. Alors, partant de ce besoin-là, on est allé chercher les opinions de chacun, tout en présentant notre plan. Et est né de ça plusieurs idées, dont celle qui a résulté de l'Innoparc agricole à titre de force économique agricole. Pour soutenir la relève agricole, il ne s'agit pas juste de permettre un accès aux terres, malgré que ce soit excessivement important, mais c'est aussi de leur permettre d'avoir le soutien en matière d'infrastructure, d'accès à l'eau, à l'irrigation, de permettre un réseautage efficace auprès des différents partenaires du milieu, dans le milieu agricole. C'est vraiment d'agir là en soutien, comme on fait en fait en général au développement économique. On soutient nos entreprises au niveau des commerces, puis au niveau aussi de l'industriel. Mais là, c'est vraiment de dire comment est-ce que ça se traduit au niveau du développement économique en agriculture, mais surtout pour la relève de demain qui va s'occuper de nous nourrir. Concrètement, la Ville est venue soutenir lorsque nos premiers ont présenté leur plan d'affaires en mettant des infrastructures comme des serres chauffées, des couches froides qui permettent d'accélérer la saison, puis aussi des granges. Et finalement, on est venu puiser et installer une pompe pour permettre l'accès à l'eau. On a différentes zones. Les premières sont en production maraîchère sur les plateaux les plus élevés de l'Innoparc. On a des secteurs en prairies rotatives où on a la production animalière, notamment de poulets à chair ou bien de poules pondeuses. Puis on a un secteur aussi pour la production principalement de produits forestiers non ligneux, comme ou en fait de tout autre produit qui n'est pas la pomme. Donc l'idée en fait c'était d'avoir un verger diversifié de différentes essences et aussi de la production fruitière là, de plus arbustive et tout ça. Puis permettre aussi l'accès à d'autres productions innovantes comme par exemple l'apiculture aussi, un espace pour la transformation aussi des grains. Donc on avait vraiment cette vision-là qui correspondait aussi au secteur puis aux besoins du secteur. Pour nous, c'est comme une économie circulaire. Hein? Alors, les productions qui naissent ici servent à nourrir nos citoyens, notre ville, par l'entremise, par exemple, du marché public, que l'on a depuis notre 15e année, ce qui est un fort succès quand on regarde l'évolution des marchés publics. Nous avions une grande tablée. Maintenant, nous en aurons 2 grandes tablées.
une nouvelle automnale. Donc, tout ça permet à cette relève-là de pouvoir fournir leurs produits. Et également, il ne faut pas oublier les épiceries, les restaurants. Alors, vous voyez toute l'économie circulaire que ça provoque une telle innovation. Pour nous, c'est extraordinaire. Nous, on a eu la chance de présenter ce projet-là au congrès annuel de l'Union des municipalités du Québec. D'abord, notre projet a été retenu. Deuxièmement, nous avons remporté le prix de l'innovation économique dans ce contexte-là. Donc, on voit que c'est un besoin que les gens adhèrent à ces concepts-là de plus en plus. Les gens aiment savoir l'aliment vient d'où, a été produit comment, par qui et dans quel contexte. Alors, pour nous, au niveau d'une municipalité, mettre tout ça ensemble, tous les éléments du casse-tête ensemble et produire une image comme celle-ci, c'est phénoménal. C'est incroyable comment ça nous rend vraiment heureux de savoir que notre population est heureuse que l'on ait fait ce geste-là. Dans le courant de l'été, l'Innoparc agricole a accueilli 2 entreprises agricoles de la relève, soit Écopignon, un projet porté par Myriam Claude, et la ferme du Petit Chicot, dirigée par Cynthia Grondin et Mathieu Gagnon-Raymond, sacrée lauréate régionale du défi aux entreprendre pour le volet développement d'entreprise dans la catégorie exploitation, production et transformation. La ressourcerie de l'atelier Eclipse, lieu de récupération, de réemploi et de valorisation de produits variés, célèbre ses 5 ans cette année. Allons découvrir cette initiative en pleine évolution. Bien, la ressourcerie, c'est notre nouvelle entreprise. Ça fait 5 ans, donc, déjà. C'est un projet communautaire, en fait. C'est une étude, dans le fond, qui avait eu lieu en 2019, comme quoi, dans le fond, la majorité des vêtements qui étaient donnés, les biens donnés, sortaient de la région et étaient vendus à l'extérieur, en fond. Finalement, c'est Eclipse qui a hérité du projet. On l'a démarré pour pouvoir faire en sorte que les biens donnés, il y ait une circularité et que les biens qui sont offerts par les gens de la région, mais soient en premier achetés par ceux d'ici. Tout revient à la communauté, tu sais, c'est ça qui est le fun. Que ce soit vêtements, que ce soit n'importe quoi qu'on reçoit. T'sais, c'est tout vérifié de A à Z, nettoyer, laver. Comme on était dans la pandémie, on devait nettoyer chaque vêtement, passer chaque chose à la vapeur. C'est quelque chose qui est resté pour nous le souci de présenter des vêtements qui sont propres, qui sont de qualité. Fait que ça, c'est resté chez nous. Ben, l'atelier La Ressourcerie, c'est une entreprise d'insertion sociale, dans le fond. Nous, on accueille les gens qui sont éloignés du marché du travail pour les guider vers une remise en action, pour essayer d'avoir un emploi, dans le fond, dans lequel ils vont être bien, puis qu'ils vont avoir un milieu où ils vont gagner de la confiance. Moi, j'adore ça. On dirait que c'est fait pour moi. On travaille tout en équipe. Ça, c'est important. Puis l'ambiance, bien, ça aussi, c'est bien important, là. On a du monde qui s'entend super bien, puis on aime bien ça, rentrer le matin, puis venir faire une différence, là, surtout. On s'assure que tous les vêtements, tous les dons qu'on reçoit sont impeccables pour les personnes. On trie vraiment de tout. On reçoit de tout aussi. C'est le fun. Moi, j'adore ça. Donc, ils acquièrent de l'expérience, ils acquièrent un CV, et puis on a des conseillers en emploi qui les aident à placer, et on a un suivi de 2 ans par la suite pour pouvoir voir c'est quoi, comment ils s'en vont, est-ce que ça va bien, est-ce qu'il y a des pépins, est-ce que, dans le fond, ils ont encore besoin de nous pour quoi que ce soit. Et on a, après 2 ans, dans le fond, en moyenne, 75% des gens qui sont ancrés en emploi ou qui sont remis en action. À un moment donné, j'ai vu Eclipse qui pouvait me donner un aide pour retour au travail. Ça faisait quand même 2 ans que je faisais rien, ils m'ont donné la chance. Puis à date, là, j'ai pas à me plaindre. Tout est le fun. Même s'il y en a qui trouvent ça plate de faire une certaine job, moi, ça me dérange pas. Je suis prêt à aider tout le monde en plus. Là, que c'est pas compliqué pour moi. Les autres aussi, tu sais, sont tous à leur travail, puis on sait tout ce qu'on a à faire. On s'est fait dire qu'on était une des meilleures équipes depuis quelques temps qu'on avait, parce que tout le monde avait des tâches. Tout le monde s'en allait vers les tâches. Au début, je connaissais pas ça, le triage, moi. Puis de faire ça, je connaissais pas la fonction. Puis là, aujourd'hui, on dirait que
Même quand je me promène dans des boutiques avec ma conjointe, je suis capable de dire « Ah, attention, il y a une tache. Ah, attention, il est décousu. » On se découvre des talents cachés, comme on dit. Quelqu'un peut avoir eu une peine d'amour et avoir eu une dépression et tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive au pays, qui est pas habitué à comment on travaille au Québec. Ça peut être aussi quelqu'un qui a eu des problèmes, toutes sortes de problèmes dans le passé. Ça peut être psychologique, ça peut être au niveau de la dépendance. On a des intervenantes qui sont sur place, dans le fond, qui peuvent les aider, qui les accompagnent, dans le fond, durant le parcours. Toutes des formations qui sont quand même bien expliquées. On a eu des formations sur le secourisme, sur la santé et sécurité. On a eu l'harcèlement, toutes ces choses-là. C'est bon que tout le monde le sache. Et on va en avoir d'autres dans les prochaines semaines. On a comme des petites évaluations aussi à toutes les 2 semaines. Comme on dit, comment est-ce qu'on se sent, puis comment est-ce qu'on est, si on est motivé ou pas. Puis à date, tout le monde sont bien ici. En tout cas, je parle pas pour les autres, mais ça apparaît. Si je parle pour moi-même, c'est sûr que j'aimerais ça rester ici. J'adore ça, puis je sais que je suis à ma place. Les autres, il y en a beaucoup d'autres qui aimeraient ça rester là. On s'en parle sur nos lunchs, nos dîners, parce qu'on sait tout où on s'en va. C'est ça qui est le fun. Depuis que je travaille ici, j'ai perdu du poids, j'ai recommencé à être plus en forme, plus à socialiser. C'est pas évident de rester à la maison et à rien faire. Là, que je suis un gars qui aime ça bouger en plus. Tout est le fun. Non, je peux pas. Moi, c'est une meilleure place que j'ai eue jusqu'à date. On est vraiment important dans la région, dans le Grand Saint-Jérôme. On est connu, reconnu. Et je pense qu'on est là pour rester et puis pour croître. À l'issue de la 57e édition du Grand concours Hydro-Québec du Festival international de la chanson de Granby, Charlie Rose, auteure-compositrice-interprète blainvilloise, et Cyrielle Dauphin, groupe formé à Sainte-Thérèse, ont eu leur lot de célébration. Charlie Rose, figurant parmi les 5 finalistes de la compétition, s'est vu attribuer les prix aux finalistes Cool, Coup de cœur Radar, SPACQ, les émergences musicales Montreux à Stafford et Festival en chanson de Petite-Vallée. Cyrielle Dauphin, quant à eux, ont remporté le prix de la chanson populaire Le Groove. La Fondation Femina présente la 4e édition du défi Vélo Je pédale pour elle, un événement où des cyclistes parcourront 100 km pour amasser des fonds au profit des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui se tiendra le 13 septembre à Blainville. Cet événement se joint à la 3e édition du défi Je marche pour elle, qui invite la population à parcourir une distance de 5 km à la marche pour soutenir la cause. Il est possible de s'inscrire à la marche ou de faire un don dès maintenant. La Ville de Sainte-Thérèse annonce une bonification de la subvention reçue dans le cadre du programme d'aide financière aux loisirs des personnes handicapées, permettant d'élargir l'accès à son programme d'accommodement offert au camp de jour municipal. Grâce à l'appui de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, un montant de 17 500 $ a été octroyé pour l'année 2025 en comparaison à 5 500 en 2024. Cette subvention permet de couvrir les salaires des accompagnateurs et des accompagnatrices. Le 23 août dernier, le marché public de Saint-Jérôme a accueilli pour la 2e année consécutive une petite extension à ses marchandes et marchands habituels, soit l'écomarché, initiative qui favorise le réemploi, la réduction à la source et l'économie circulaire. TVBL était sur place pour l'occasion. C'est la 2e année qu'on a l'écomarché. C'est un marché qu'on offre à nos citoyens pour le réemploi, la réutilisation avant de mettre fin à la vie des objets de façon utile. On a 10 kiosques qui sont ici. Là, je pourrais peut-être vous en faire l'énumération pour ne pas les oublier, parce que je ne veux pas oublier personne. Donc, on a la ludothèque. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils recyclent des jeux. Donc, on rapporte des jeux où il va manquer des pièces. Avec l'imprimerie 3D, refont les pièces et remettent en jeu, en circulation les jeux. Fort intéressant. On a encore Éco, espace créatif et boutique. On a la ressourcerie L'Éclipse, laquelle je vais porter tous mes vêtements et ils les recyclent pour une seconde vie. C'est excellent. La Bulle Verte, eux autres, c'est tous des produits écologiques où on fait notre remplissage là, comme on veut. Là, c'est fort intéressant. Le Cercle des fermières qu'on connaît bien. Notre éco-centre avec Tricentris. Moisson Laurentide qui est ici. Attitude animale. AFPA Distribution, Abiez Lab et Planche et Délices. Donc, c'est tout le temps de redonner vie à des matériaux qui auraient fini
simplement au dépotoir. C'est une forme d'économie qui est de plus en plus présente dans notre marché, dans notre réalité également, et les gens sont de plus en plus ouverts. Avant, c'était vraiment, il te manque une pièce, je vais prendre les jeux, là, il te manque une pièce dans ton Monopoly, puis soit qu'il reste dans le garde-robe ou il s'en va à la poubelle après un certain temps, mais ça donne une possibilité, et plus on va en parler, plus les gens vont s'intéresser, plus l'économie circulaire va grandir. Donc oui, on est fort intéressés. Encore Éco est né dans mon sous-sol il y a en 2017 parce que par notre famille, on voulait vraiment changer on a été sensibilisés pour changer notre façon d'utiliser au quotidien nos produits, puis de faire de la fabrication nous-mêmes. C'est qu'on a découvert plein d'entreprises québécoises qui avaient ce mandat-là, cette mission-là éco-responsable, le zéro déchet et puis la réutilisation. Donc, j'ai parti une boutique en ligne pour faire rayonner les alternatives éco-responsables. Puis après ça, de fil en aiguille, un jour, le sol était trop petit, donc on a décidé d'avoir pignon sur rue. Alors, depuis 6 ans, on a pignon sur rue à Saint-Jérôme, puis on a un nouveau local depuis mars 2025 au 90 rue de la Gare à Saint-Jérôme. On a tout le volet qui est plus écologique, éco-responsable. Dans le fond, on essaie de teinter tous nos choix de produits ou d'artisans avec cette sphère-là d'être éco-responsable. On a une portion vrac, donc on peut faire le remplissage. Sinon, on a des produits ménagers qui sont fabriqués au Québec avec des produits québécois ou sinon des produits qui ont une empreinte écologique diminuée. On a aussi beaucoup d'artisans locaux. Alors, au niveau des bijoux, au niveau aussi des tisanes, des différents produits corporels aussi, des savons, des shampoings qui sont réalisés à Saint-Jérôme aussi. Puis on a un nouvel espace créatif avec un café céramique, avec aussi d'autres activités où la communauté peut venir rencontrer d'autres personnes, faire de la création et ça l'amène aussi, cette réutilisation des matières pour faire de la création, s'initier puis ouvrir notre esprit à notre créativité. En 2024, on pensait fermer parce que c'était difficile. Et puis, il fallait vraiment trouver une alternative pour rassembler les gens puis faire rayonner notre commerce, mais en même temps amener un nouveau projet dans notre commerce. Alors, l'espace créatif, c'est l'union de plusieurs clients qui se sont mis ensemble, bénévoles, qui se sont mis ensemble pour créer cet espace-là. T'sais, on a fait des ateliers pour transformer notre globe-trotter en lampe. Toutes sortes d'ateliers comme ça où on apprend à faire du savon, des trucs comme ça. Alors, puis de fil en aiguille, on a eu une opportunité d'offrir de la peinture sur céramique, d'offrir aussi de la peinture acrylique et tout ça. Puis depuis 1 an et demi maintenant, ça fait partie vraiment du projet. C'est intégré à notre projet. Pour nous, c'est de vraiment rencontrer la communauté, de venir échanger. En même temps, on prend le pouls un peu des besoins des gens. Puis c'est ça, de faire rayonner les artisans, c'est de porter la voix de plusieurs artisans locaux qu'on a qui peuvent pas se déplacer. Alors à ce moment-là, en offrant leurs produits, en faisant rayonner les flonettes, planètes, toutes des alternatives, c'est comme si on donnait la voix à plusieurs personnes dans un événement. C'est très gratifiant pour nous. En fait, on souhaite vraiment que les gens soient de plus en plus conscients qu'ils peuvent eux-mêmes créer le changement. Et c'est pas si difficile. Essayez-le, vous allez voir, ça fait la différence. Vous allez découvrir aussi des artisans et des produits vraiment mieux pour vous puis la planète. C'est ce qu'on souhaite. Le 15 août dernier, l'équipe du Centre Rayon de Femmes Thérèse de Blainville et sa communauté se sont rassemblées pour célébrer les 30 ans de l'organisme autour d'activités, de prise de parole et d'un repas signé le Burger Shop. Allons y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, c'est le 30e anniversaire de fondation du Centre Rayon de Femmes. Le Centre Rayon de Femmes, c'est un milieu de vie, un centre de femmes. Au Québec, il y en a dans toutes les régions. On couvre toute la MRC Thérèse de Blainville. C'est un milieu de vie qui se veut accueillant pour permettre aux femmes de venir se déposer en quelle que soit la période de sa vie. Ça nous permet de comprendre ce qui se passe dans sa vie et de la diriger, de l'accompagner, qui est le rôle de Rosalie en tant qu'animatrice, et de la référer vers des partenaires et aussi de la garder autant que possible en lien avec nous et les femmes du milieu afin qu'elles puissent se créer un milieu d'appartenance et reprendre le pouvoir social. Toutes les femmes, quelle que soit la situation. Il n'y a pas de problématique en particulier. Ça va pas, je m'ennuie, je traverse un deuil, j'ai un problème avec la justice, j'ai un problème de violence conjugale,
Je pense que j'ai un problème de santé mentale. Je me demande si je suis en situation de violence conjugale. Pauvreté, logement, emploi, tous les sujets qui concernent la femme. Ça peut aussi être la femme qui veut juste socialiser. Il n'y a pas nécessairement de difficultés ou de problématiques. Ici, on a des femmes qui se regroupent pour parler ensemble, peu importe le sujet. Fait que ça peut être ça aussi, là, pas besoin d'avoir une problématique pour venir au centre. Là. Moi, mon rôle, je vais faire des rencontres individuelles avec les femmes qui ont besoin de parler. Aussi, ça peut être des groupes d'échange. On va faire comme café-rencontre. Fait qu'on est tout autour d'un café, on va parler d'un sujet. Puis c'est ça, si les femmes ont besoin de parler, moi je suis là pour ça, pour les référer. Puis je fais aussi plusieurs activités avec les femmes pour qu'elles puissent se rassembler, que ce soit des activités sportives, cours de danse, mise en forme qui est avec une de nos contractuelles. On a aussi des cours d'écriture, puis plein d'autres activités qu'on met pour les femmes, pour qu'ils puissent se regrouper ensemble. Ça a évolué, mais c'est resté pareil. C'est la volonté de femmes de se rassembler entre femmes, décennie après décennie, pour défendre sensiblement les mêmes droits des femmes. Ceux-là même qui sont en danger aujourd'hui, comme le droit à l'avortement, par exemple. On peut jamais dire que c'est gagné. Il faut toujours s'assurer que nos droits sont respectés et d'être vigilant, d'en parler. Donc, une grande partie des milieux de femmes, des centres de femmes, c'est de veiller à la défense des droits des femmes. C'est pas gagné, c'est pas mieux, c'est pas pire qu'il y a 30 ans, mais il faut être vigilant. Plus il y a de femmes qui connaissent le centre, plus ils vont être apportés, parce qu'ici, on va aussi parler des droits des femmes, fait que ça va les informer puis les instruire sur qu'est-ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Fait que plus qu'il y a de femmes qui connaissent des centres comme ça, plus les femmes, la société va être informée sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les femmes, ils sont bien ici, fait que c'est comme chez eux. On veut que ça reste pour encore plusieurs décennies, les 30 prochaines, les 60 prochaines. On veut que les femmes, ça leur appartienne des centres de femmes comme ça. Il y a toujours des activités au centre. C'est un prétexte pour inviter les femmes pour qu'elles se retrouvent ici. C'est quand même autodéfense, boxe, celles qui ne s'intéressent pas peuvent quand même faire des mandalas ou tout simplement venir s'asseoir ici, venir se balancer, venir s'asseoir en bas dans le salon zen, venir se détendre, jaser. Ici, on a la terrasse, super grande terrasse. Dans la maison, c'est une maison. C'est comme chez toi. Il y a une salle à manger. On peut lire des revues, là. On peut jaser entre nous. Il y a un salon zen. Il y a une salle d'art. Il y a la grande salle amicale où il se passe des activités un peu plus physiques. Et il y a la Galerie des Passions aussi. C'est qu'on est vraiment bien aménagé. Comme dans la Galerie des Passions, aujourd'hui, il y a des œuvres collectives qui se créent. En d'autres temps, les femmes peuvent aller peindre ou se retrouver là toutes seules si elles veulent. Donc, il y a des œuvres que les femmes ont créées qui sont affichées dans notre Galerie des Passions. On a un food truck, on a un atelier d'œuvres collectives, journal créatif. On a aussi un quiz sur l'historique du centre, l'histoire des femmes. Tu déranges jamais. On est chez soi. Chaque femme est chez elle ici. Alexis, de quoi tu nous parles cette semaine pour la dernière chronique de la saison? Dans le fond, avec la rentrée qui approche, je viens vous parler des activités parascolaires parce que bientôt, les jeunes du secondaire vont pouvoir choisir ce qu'ils veulent faire, soit le midi, le matin ou le soir, des activités sportives, culturelles pour, dans le fond, les occuper et avoir un certain sentiment d'appartenance à leur école. Donc oui, des activités parascolaires, pas nécessairement du sport et pas nécessairement en compétition, mais des activités pour s'épanouir en tant que personne et pas seulement dans la vie scolaire, dans le fond. Et par curiosité, c'est quoi les activités généralement qui sont les plus populaires à pratiquer au parascolaire chez les jeunes? Souvent, on parle du niveau culturel, donc que ça soit de la musique, du théâtre, de l'art dramatique, peu importe. Et ensuite, il y a aussi du sportif, que du baseball, du basketball, tous les sports qu'on connaît dans le fond. Et des fois, ça peut être aussi des sports d'équipe qui sont très intéressants pour bâtir une cohésion sociale et aussi un esprit d'équipe au sein de l'école. Et après ça, dans les écoles secondaires, quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est le sentiment d'appartenance à l'équipe sportive. Souvent, il y a des noms d'animaux qui sont attribués aux équipes avec un beau logo. Et là, on est fiers de porter le chandail et de représenter son école partout au niveau régional, provincial, peu importe, national même.
Donc ça, c'est très intéressant. Et finalement, il y a des activités plus intellectuelles, par exemple du génie en herbe, de la robotique, des sciences. Bref, l'offre est très variée et je pense que n'importe quels élèves peuvent se retrouver dans ces choix-là. Et tu mentionnais justement le sentiment d'appartenance pour les équipes sportives, mais je pense justement aux équipes d'improvisation ou de génie en herbe qui peuvent ressentir justement ce même sentiment d'appartenance. Comment ça se traduit, ça? Bien, je pense que pour un jeune, tout simplement de faire partie d'une équipe, d'une communauté qui pense comme toi, si vous êtes tous dans une classe le soir à vous regrouper à propos d'une même passion de génie en herbe, à réfléchir au monde, etc., à l'actualité pour vous enrichir de connaissances. Et après ça, vous allez représenter votre école dans d'autres écoles, dans des compétitions de génie en herbe. Et là, vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli ensemble. Et je pense qu'on peut faire des belles relations, créer des belles relations sociales et avoir des très belles expériences au travers de ça. Et justement, dans un contexte parascolaire, en fait, on s'éloigne un petit peu plus des matières scolaires classiques. Est-ce que tu penses qu'il y a des jeunes, justement, qui essayent des nouvelles activités parascolaires et qui se découvrent des passions à travers ça? Oui, absolument, ça c'est sûr, parce que c'est sûr que dans le cadre scolaire, on parle beaucoup de matière scolaire. Mais je pense que c'est très difficile pour un jeune de se dire « Ouais, le soir, je vais aller faire plus de mathématiques. » Je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup, mais aller faire de l'art dramatique, aller faire de la culture, bref, apprendre de nouvelles choses, je pense que c'est vraiment une occasion pour les jeunes de tester plein de choses, encore en restant dans leur contexte scolaire. Et ça peut vraiment leur apporter beaucoup de choses dans leur vie. Et parle-moi un petit peu justement de l'engouement que ce genre d'activité-là peut avoir auprès des jeunes de faire des activités parascolaires. Bien, autour de moi, je vois beaucoup d'élèves qui sont intéressés par ça, même si c'est pas la majorité, je dirais. C'est pas tout le monde qui est interpellé par ça. Il y en a qui veulent juste aller se reposer le soir et qui veulent pas nécessairement rester 1 heure ou 2 de plus à leur école. Mais aux statistiques nationales, donc de la province du Québec, en 2019-2020, il y avait 54% des élèves secondaires qui fréquentent une école publique qui participaient au moins une fois par semaine à un parascolaire en tout genre. Donc ça inclut parascolaire sportif, culturel, social ou même technologique. Et justement, tu l'as mentionné, certains bienfaits comme le sentiment d'appartenance ou les découvertes de nouveaux intérêts, de nouvelles passions à travers les activités parascolaires. Parle-moi un petit peu plus justement des bienfaits en général qu'ont les activités parascolaires chez les jeunes, la pratique de celles-ci en fait. C'est sûr que sur le plan personnel, il y a beaucoup de bienfaits, justement un attachement à son école, une motivation à aller à l'école. Et sinon, ça aide beaucoup l'estime de soi, de faire partie d'une communauté, faire des grandes choses, accomplir des choses, c'est bon pour l'estime de soi. C'est aussi de l'accomplissement personnel. Et ça motive. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on néglige souvent. C'est que quand on est intéressé par notre milieu scolaire, on a une motivation à y aller. Et cette motivation-là, je pense qu'elle transparaît beaucoup, pas seulement pendant le parascolaire, mais aussi à l'intérieur de toute la vie scolaire. Mais pas seulement une motivation, mais aussi un engagement dans nos cours. Donc, être engagé à participer à nos cours et à être concentré à écouter l'enseignant, qui peuvent globalement aider notre réussite scolaire. Donc, je pense que c'est vraiment un accomplissement en dehors des heures scolaires, mais ça peut vraiment nous aider à nous accomplir pendant l'école. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Alexis, pour cette chronique et pour toutes les chroniques de cet été. Merci d'avoir été des nôtres. Je te souhaite une excellente rentrée scolaire et bien sûr une excellente rentrée scolaire à tous et à toutes. Et au plaisir. Merci. Et voilà, c'est ce qui conclut ce dernier épisode de l'Hebdo de la saison. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres tout au long de l'été. C'est toujours un honneur pour nous d'être votre référence en matière d'actualité dans les Basses-Laurentides. Ne manquez surtout pas le retour d'Accès local, notre émission d'actualité qui prendra le relais dès le 16 septembre prochain, et ce, pour tout l'automne, du mardi au jeudi à 19h. Bonne fin de soirée.